Merci, Sherman. Alors, je partage mon écran. Partage, du coup, cet écran-là. Dis-moi si c'est bon. C'est good. On voit Mais, un du PyTorch. coup, ouais, Alors, c'est c'est bon. bon. Alors, merci pour votre présence dans cette session autour de Kubernetes. Alors, on est dans une ère où l'entraînement de modèles, on parle beaucoup d'IA, et toute cette partie-là d'entraînement de modèles d'IA nécessite des milliers d'accélérateurs, des milliers de GPU répartis sur des centaines de nœuds. Et l'orchestration de ces ressources-là devient vraiment un défi critique. Et les solutions traditionnelles qu'on connaît peinent vraiment à concilier entre flexibilité, performance et simplicité. Du coup, c'est l'objet de cette présentation-là. On va parler spécifiquement de Jobset, mais on va introduire déjà la distribution des workloads d'IA sur Kubernetes et quelles sont les solutions actuelles. Alors, je me présente Otman Tari, je suis Cloud Solution Architect chez Oracle et avant de rejoindre Oracle, j'étais développeur tech lead dans une banque française et je rejoins Oracle dans les équipes avant-vente pour accompagner les clients sur leur migration dans le cloud, sur les solutions cloud d'Oracle. Voilà. On programme aujourd'hui, on fera une introduction sur les défis de déploiement des workloads IA distribués et on expliquera l'intérêt de Jobset. Bien sûr, on parlera d'OCI, de GPU et OKE. OKE, c'est l'offre Kubernetes managée sur OCI et on fera quelques démos sur Jobset en général et voilà comment on le déploie sur Kubernetes. Tout d'abord, l'industrie a bien choisi Kubernetes comme solution et c'est aujourd'hui l'infrastructure standard dans l'industrie pour orchestrer tout type de workload containerisé. Et sa popularité repose sur la flexibilité, son écosystème qui est riche et sa compatibilité native avec les environnements cloud. Mais avec l'évolution des modèles d'IA modernes, notamment les LLM, et la complexité augmente, parce que ces modèles-là nécessitent une distribution sur des milliers d'accélérateurs, des milliers de GPU pour pouvoir être entraînés efficacement. Et un autre défi, d'ailleurs, c'est la convergence entre tout ce qui est traitement bas, ce qu'on connaît, du HPC, et avec l'architecture cloud native. Et ces deux mondes-là ont des exigences et des paradigmes très différents. Et leur intégration pose des problèmes, que ce soit d'ordonnancement, de gestion des ressources et de communication. Et enfin, là, il y a plein d'équipes, de nombreuses équipes entreprises qui, notamment les équipes de plateforme IA, des data scientists, et rencontrent pas mal de difficultés surtout avec la complexité de Kubernetes pour gérer ces workloads distribués. Parce que la gestion fine des ressources, la configuration réseau et le déploiement à grande échelle, et aussi la résilience sur Kubernetes devient des fois pour assurer tout ça deviennent des tâches qui sont un petit peu difficiles à gérer au quotidien et nécessitent des compétences vraiment pointues. Et ça nécessite beaucoup de temps aussi, que ce soit d'apprentissage ou aussi d'application. Et face à ça, il y a plein d'outils euh, dans le marché, mais aussi il faut les appréhender, simplifier un petit peu leur orchestration, en même temps maximiser la performance et la fiabilité. C'est le but aussi. Si je vais citer quelques défis un petit peu sur la gestion des workloads distribués sur Kubernetes, d'abord, on a les défis de gestion des ressources. Voilà. L'allocation efficace surtout des hardware spécialisés, en particulier les GPU, à travers des workloads distribués. Ça représente un défi majeur.
Parce que les workloads IA nécessitent souvent des structures multi-templates avec des configurations driver, worker et leurs besoins en ressources, bah, par nature, c'est dynamique. Parce que on a d'un côté les besoins d'entraînement et de l'autre d'inférence qui sont fondamentalement différents. Et la gestion aussi des mémoires qui est essentielle pour ces workloads-là. Et en même temps aussi, il faut garder un équilibre dans l'accès, surtout dans des conditions où on a plusieurs équipes qui essaient d'accéder à ces GPU-là, de les utiliser pour le workload. Il faut garder un équilibre dans l'accès exclusif à ces GPU-là et optimiser leur utilisation au maximum. Après, on a la manipulation des données et surtout les défis de localité. Parce qu'on a, surtout sur des clusters, on a plusieurs nœuds qui sont répartis sur plusieurs racks. Il faut connaître la topologie réseau pour avoir une performance euh, adéquate et surtout pour accéder aux données qui sont réparties sur tout le cluster. Et surtout, des fois, les ingénieurs doivent gérer efficacement des gros jeux de données d'entraînement tout en évitant surtout dans les transferts entre les nœuds et goulots d'étranglement entre les différentes étapes du pipeline. En plus, il y a le partage des données. Il faut que ça soit sécurisé de manière efficace. Les données temporaires entre les conteneurs qui sont colocalisés, faut que ça soit euh, sécurisé, efficace. Et il y a des choix qu'il faut faire entre du stockage, que ce soit local, des systèmes de fichiers distribués ou le stockage objet ou dans le cloud. Après, il y a le défi du training distribué qui présente beaucoup de complexité. Qu'il faut coordonner coordonner. Il faut assurer une coordination des tâches sur plusieurs nœuds, établir une communication entre les pods et aussi assurer un séquencement de démarrage. Par exemple, les workers doivent, prenons un exemple, les workers généralement doivent être initialisés avant les drivers, par exemple. Et c'est pour ça ces mécanismes-là que ce soit du séquencement ou de reprise, ils sont très importants dans ce genre de workload. Après, il y a les défis euh, classiques d'intégration, de performance, surtout assurer une interopérabilité avec des frameworks existants qui sont répandus comme TensorFlow ou PyTorch. Et surtout, il faut assurer un alignement avec les pipelines des données, les workflows existants, parce qu'il faut s'intégrer avec un système existant, il faut assurer une répartition des données et une implémentation aussi d'authentification sécurisée à travers les composants qu'on a qui sont distribués. Et après, on a la complexité aussi quand on a un workload distribué par défaut, c'est compliqué à gérer aussi. Il faut avoir une expertise approfondie des systèmes et push-pass, notamment par exemple si on est sur un système ou un écosystème Kubernetes. Il faut constamment veiller à la compatibilité des versions entre notre cluster et les frameworks qu'on a. Faut gérer efficacement le cycle de vie de l'infrastructure. En même temps, faisant face à problèmes de monitoring, de performance qu'on a sur notre cluster qu'il faut gérer. Et finalement, on a là aussi la sécurité et la conformité qui restent des enjeux aussi critiques. Parce que Kubernetes, ça reste une cible privilégiée pour les menaces de sécurité.
Et aussi la protection des modèles d'IA qu'on a et des données d'entraînement qu'il faut assurer. Faut garder une gestion fine du contrôle d'accès basé sur les rôles dans les workflows d'IA. Et ouais, il faut aussi sécuriser les données qui sont en transit entre les composants distribués. Et bien sûr, un respect maximum des exigences réglementaires pour les systèmes IA. Tout ça représente des défis auxquels les équipes font face en déployant des infrastructures Kubernetes pour l'IA. Et dans le marché, il y a, euh, il y a plusieurs outils qui se spécialisent et qui ont émergé pour simplifier l'orchestration et l'optimisation des performances. Ces solutions-là complètent les fonctionnalités natives de Kubernetes et on apporte avec ces outils-là des capacités spécifiques, surtout aux besoins de machine learning qui est distribué et du traitement HPC. Par exemple, Kubeflow, qui s'est imposé comme la boîte à outils essentielle pour les pipelines machine learning sur Kubernetes. C'est une plateforme open source qui fournit des composants modulaires pour chaque étape du cycle de vie des modèles, que ce soit préparation des données, entraînement, tuning, déploiement. Et son atout majeur, principal, réside dans l'intégration transparente avec les frameworks populaires, TensorFlow, PyTorch, et tout ça en apportant aussi une abstraction de la complexité de l'infrastructure. En plus, il y a une fonctionnalité phare dans Kubeflow qui est Kubeflow Pipeline. Elle permet de définir des workflows machine learning à travers juste une interface graphique. Et pour le serving, il y a euh, Kubeflow Serving qui offre une abstraction unifiée du déploiement de modèles avec un scaling automatique, avec l'utilisation des méthodes de déploiement dans Kubernetes Canary, par exemple. Après, il y a aussi Volcano, qui comble le fossé qu'on a entre le HPC traditionnel et les architectures cloud native. C'est un scheduler, et ce scheduler étant Kubernetes avec des fonctionnalités critiques, par exemple pour les workloads par parallèle. Citant par exemple, il y a le gang scheduling qui permet de démarrer des groupes de pods atomiquement. Il y a aussi une gestion avancée des files d'attente et des priorités, une optimisation de l'utilisation des GPU et des accélérateurs. Et aussi là, un mécanisme de multiple pods qui permet de soumettre, par exemple, des jobs complexes, Spark, euh, comme si c'était des unités atomiques. Il a aussi une politique de replanification pour gérer l'impact si on a un échec, par exemple, dans les jobs, surtout pour les longs, des entraînements longs distribués. Après, il y a Armada aussi, dans le panoplie d'outils qui apporte une couche d'orchestration dans les environnements à grande échelle, surtout avec son architecture en deux couches, qui a un scheduler central. Après, il y a des agents locaux. Ça permet une allocation des ressources entre les équipes, par exemple, avec des quotas dynamiques, préemption, par exemple, contextuelle, des jobs qui sont en basse priorité. C'est surtout adapté aux clusters qui sont hétérogènes. Et ça intègre, Armada, il intègre nativement, par exemple, la gestion des GPU et optimise les transferts de données entre jobs successifs. Il a un système aussi de priorité granulaire qui permet d'exprimer, par exemple, les contraintes métiers qui sont complexes. Et il y a aussi Q,
qui révolutionne la gestion des ressources partagées en introduisant des concepts de cloud qu'on connaît dans Kubernetes avec des files d'attente hiérarchiques avec des quotas, des politiques de préemption, avec une intégration avec les autoscalers du cluster. Et ce contrôleur-là, il opère au niveau par namespace pour équilibrer les workloads et les capacités disponibles dans le cluster. Il a un algorithme spécifique aussi qui s'appelle Capacity Browning. Il permet de dépasser temporairement les quotas tout en garantissant l'équité à long terme sur le cluster. Et il a une compatibilité, bien sûr, avec Jobsets qu'on va introduire, qui importe une solution pour les entraînements distribués. Après, le dernier arrivé, c'est Jobsets qu'on va détailler après. Là, ces outils-là, ils forment un petit peu un écosystème complémentaire sur un Kubernetes et ils couvrent l'ensemble du cycle de vie des workloads IA. Et leur adoption donc, qui monte, elle témoigne qu'on a une maturation des patterns cloud natifs pour le machine learning, avec des avancées sur l'abstraction, l'élasticité qu'on a sur Kubernetes, avec la portabilité, monitoring, l'observabilité aussi, et surtout avec des standards qu'on a sur Kubernetes avec le framework opérateur ou la possibilité d'étendre les objets avec ce qu'on appelle les CRD, Custom Resource Definition. Tout ça facilite l'intégration de ces solutions-là et l'ajout de nouvelles solutions dans le futur et permet aussi aux équipes de construire leur propre stack pour leurs besoins spécifiques. Du coup, le dernier arrivé, Jobset, qui étend l'API Kubernetes pour modéliser les workloads distribués, euh, comme si c'était des unités logiques qu'on a sur le cluster. Et surtout il introduit une topologie réseau stable avec des jobs, avec des services, euh, ce qu'on appelle headless, qui sont auto-créés par le job set. On peut faire des séquencements des jobs avec les drivers et workers, des politiques de redémarrage annulaire. Tout ça en capsulant l'objet primitif là sur Kubernetes et Job. Le job set, il simplifie un petit peu les gestions des architectures complexes, surtout quand on a des pipelines avec multi-étapes qu'on ne pouvait pas faire avec les jobs. Où il faut créer beaucoup de scripts pour créer des pipelines avec plusieurs jobs et il faut assurer tout était manuel avec, auparavant avec les jobs, sinon il faut utiliser d'autres frameworks, surtout avec un système, ce qu'on appelle replicated job, qui permet de définir des groupes de jobs hétérogènes dans le même fichier de configuration avec des templates différents dans la même déclaration. Si je vous présente l'architecture un petit peu, c'est presque un petit peu le même parallèle qu'on peut faire avec un objet qui existe sur Kubernetes qui s'appelle déploiement. Déploiement pareil, il crée des répliques sets. Répliques sets, c'est eux qui assurent la réplication des pods, recréation des pods en cas d'échou. Pareil, il y a le même parallèle et ça fonctionne très bien ce modèle-là avec le déploiement et surtout pour tout type tous les workloads microservices, ça fonctionne très bien et ça a porté ses fruits. Là, c'est la même chose. Dans le monde batch et HPC en général, ou les workloads distribués de training
sur Kubernetes, il manquait cette étape-là voilà, de réplication de jobs et de gestion de cycle de vie des jobs. C'est pour ça qu'il y avait cette introduction-là de ce nouveau objet qui s'appelle JobSet. Il suit une même architecture et il introduit une abstraction pour ces workloads-là. Euh, et on représente un petit peu les workloads comme des jobs interconnectés. Et cette approche-là, elle permet de décrire des architectures qui sont complexes via une configuration déclarative dans le même fichier unique, en éliminant la nécessité de script ou de templates N redondants, par exemple. Et chaque groupe de pods, on voit ici, euh, utiliser différents types d'architecture, leader, worker, avec des serveurs. Tout ça, on peut le définir dans le même template et en assurant, en conservant une certaine cohérence d'ensemble dans tout le workload. Et ce concept-là de réplica set, il, qui est introduit, elle gère elle permet de gérer les jobs en fond, par exemple, de manière déclarative. Et c'est simplement un template de job avec un nombre de réplicas spécifiques qui permet de déployer un ensemble identique de jobs sur différents nœuds et permet d'assurer son redémarrage en cas d'échou. On verra, il y a plein de politiques. Et cette abstraction résout plusieurs défis, surtout en termes d'homogénéité matérielle sur des clusters où on a des racks de GPU ou des racks de CPU. On veut gérer de la même manière tous ces types des hardware qu'on a sur le cluster et on veut déployer des jobs spécifiquement dans chaque cluster. On veut isoler aussi, faire une isolation des communications entre les pods et ça simplifie énormément le cycle de vie de ces jobs-là avec une API unique, JobSet. Du coup, contrairement aux jobs simples, aux standards, sont limités à un seul template, JobSet permet de modéliser des architectures distribuées et avec des groupes de jobs. Et cette fonctionnalité permet de définir, par exemple, des templates distincts pour les rôles de leader, worker, dans le même workload. Et vraiment, cette flexibilité, elle est importante pour supporter des frameworks comme TensorFlow, PyTorch, qui existent des configurations, des poses variées selon les composants. Aussi, JobSet, il permet, où il automatise la configuration réseau des workloads distribués en créant automatiquement des services dans Kubernetes, services réseau. Les services-là, ils fournissent les endpoints réseau pour chaque pod et c'est vraiment crucial pour la communication entre les pods, surtout durant l'entraînement distribué. Le système aussi, il introduit des politiques granulaires pour contrôler le comportement des workloads en cas d'échec. Ou de réussite. C'est des politiques d'échec. Si on veut faire un redémarrage intelligent avec une limite de tentative, par exemple, de redémarrage, une gestion différenciée des erreurs. Aussi avec une politique de succès pour générer le déclenchement conditionnel basé sur l'état des jobs répliqués, par exemple. Et ces mécanismes-là optimisent l'utilisation des ressources en libérant rapidement l'allocation lors des succès partiels, par exemple, en permettant des reprises incrémentales. J'observe aussi, elle introduit un système de placement, de topology placements, qui est très avancé, qui permet d'isoler des groupes de pods dans des domaines topologiques spécifiques des racks, des zones cloud, par exemple, ou des régions,
ou des clusters, ou des pools, par exemple. Et cette fonctionnalité-là, elle garantit l'exclusivité d'accès aux ressources qu'on a matérielles sur le cluster, en même temps permettant une distribution optimale à l'échelle du cluster. Après, on a, à partir des versions, je pense, 0.6, il y avait l'introduction là du contrôle précis de démarrage des composants, startup sequencing. Celui-là, il permet d'implémenter des patterns comme le leader worker, le leader doit être, par exemple, opérationnel avant l'initialisation des workers. Tout ça pour éviter, par exemple, s'il y a des erreurs de connexion critiques. Et finalement, il y a ce qui est très, très intéressant, c'est l'interopérabilité avec Q, que j'ai introduit tout à l'heure. Il permet une gestion avancée des quotas et des files d'attente avec Q. Et cette intégration-là, ça facilite le partage des ressources dans le cluster, tout en autorisant s'il y a une oversubscription des ressources. Vraiment, Shopset, il comble cette lacune qu'il y avait dans l'écosystème en offrant une abstraction, une résilience, une performance, intégration efficace là, dans le cluster et dans l'écosystème du cluster Kubernetes. Et ces avancées-là, il permet de positionner Jobset comme un outil aussi, comme les autres qui sont très avancés, très matures, surtout pour les plateformes IA, en réduisant la complexité qu'on a opérationnelle sur les clusters. On fera après des démos sur quelques fichiers de configuration. Et avant ça, pour vous introduire les démos, je vais parler un petit peu sur OCI et surtout le service OKE. Et avant ça, je vais parler de l'infrastructure GPU qu'on a et surtout quelques spécificités de GPU qui permettent d'avoir vraiment des clusters très puissants en termes de GPU et que je vais utiliser après sur les démos. Alors aussi, il y a aussi en parallèle se positionne très fortement sur ce domaine-là de machine learning ou d'entraînement des modèles d'IA à travers surtout sur la partie infrastructure, des architectures hardware repensées spécifiquement pour ce type de calcul intensif. L'architecture ou l'infrastructure aussi, elle intègre des innovations en termes de hardware vraiment spécifiques avec, par exemple, les réseaux RDMA, les topologies non bloquantes côté réseau et l'implémentation surtout du RDMA sur des réseaux fournit une bande passante garantie entre les paires de nœuds, contrairement aux architectures traditionnelles. Les designs non bloquants éliminent vraiment les contentions, même quand il y a vraiment une charge sur le cluster. En plus, avec les possibilités d'avoir des stockages NVMe local dans chaque nœud, on peut arriver avec des débits supérieurs à 100 gigas par seconde. Et c'est vraiment très important pour l'alimentation continue des données vers les GPU, les accélérateurs. Et toute cette solution-là, ce qu'on appelle les OCS supercluster, elle évite les latences qu'on a sur les systèmes distribués, surtout avec une notion de cluster network, qui est un réseau très performant qui prend en charge l'accès en direct à la mémoire à distance. C'est ce qu'on appelle RDMA. Et cette technologie, elle est très importante, surtout pour les workloads distribués. Et on a ce qui constitue les superclusters parce qu'ils représentent un réseau énorme avec une bande passante de plusieurs pétabytes par seconde.
Et pour atteindre ces performances, euh, OCI utilise ce qu'on appelle une topologie clos multiniveau, pour construire un réseau non bloquant qui peut s'étendre à des dizaines de milliers de GPU. Alors que si on a plus un GPU traditionnel qui peut tenir dans quelques rangées d'une salle de data center, un supercluster à grande échelle peut s'étendre sur plusieurs salles au sein dans le même bâtiment, voire sur plusieurs bâtiments dans un complexe de data center. Et la distance de câble entre les GPU peut être même très très longue, ce ce qui, s'y fait- euh, ce qui fait que certains paquets doivent traverser ces salles-là et subir des latences des fois très élevées. Et même si l'augmentation de latence n'est que des fois de quelques microsecondes, aussi elle cherche à minimiser tout ça en utilisant quelques techniques qu'il y a déjà sur la partie pure hardware, elle fournit des conseils de placement. C'est ce qu'on peut utiliser côté configuration software, côté Kubernetes par exemple. On peut se baser sur ces conseils de placement pour que les workloads, on peut les, les, euh, les placer dans le même, par exemple, dans le même rack des GPU pour bénéficier d'une latence réduite, par exemple, le plus faible possible. Et aussi, si elle utilise ce qu'on appelle un placement intelligent des workloads pour réduire la distance qu'on a physique entre les GPU. Et ces quelques techniques-là, elles permettent aux workloads, surtout qui ont tendance à utiliser GPU de manière intensive, à utiliser surtout ces GPU-là qui sont physiquement proches les uns des autres et permet aux utilisateurs de bénéficier de la latence la plus faible possible. Et cette architecture-là, il est importante et fondamentale surtout pour avoir des performances adéquates, acceptables sur des workloads d'IA distribués qui nécessitent une communication entre les pods. Et pour exploiter tout ça sur OCI, on a d'abord OCI, il est sur différents types de déploiements, que ce soit distribué, que ce soit public ou dédié ou par exemple à travers les partenaires, à travers Alloy. Il y a le même offre et on retrouve sur la partie infrastructure, toute la partie RDMA, tout ce que j'ai parlé tout à l'heure, et bien sûr l'offre classique du compute, GPU, bare metal, VM, et la partie stockage réseau. Il y a la couche Kubernetes qui vient orchestrer tout ça sur différents types de déploiements. Et on vient au-dessus de tout ça à travers Kubernetes qui permet d'abstraire toute la complexité qu'on a de l'infrastructure. Elle donne l'accès à toute la puissance de calcul qu'on a sur notre infrastructure pour gérer tous ces workloads-là, pour héberger tout type de workload, que ce soit du développement de modèles LLM, training du modèle LLM, de l'inférence, du serving de notre modèle. Tout ça sur une même architecture Kubernetes et qui repose sur différentes technologies d'infrastructure GPU, RTMA et Kubernetes, pour en parler rapidement, euh, il y a l'offre OKE, ce qu'on appelle le Kubernetes Engine. Il offre plusieurs possibilités, parmi les plus importantes, surtout en termes de déploiement des nœuds. Il y a trois flavors, trois possibilités, le Virtual Nodes, Managed Nodes et ce qu'on appelle Self-Managed Nodes. Les Virtual Nodes, c'est des nœuds qui sont entièrement gérés par Oracle et elle offre la possibilité, une expérience vraiment serverless, permet d'exécuter des applications
containerisé, sans toute la partie, sans la charge opérationnelle liée à mise à jour, ou la gestion du cluster, toute la partie infrastructure, des ressources, et gérer le monitoring et tout ça. Après, elle a moins de contrôle, parce qu'on est limité en termes de contrôle. On peut déployer, même le coût, il est par pod. Du coup, on peut déployer juste quelques types de pods. Après, il y a l'offre, ce qu'on appelle les nœuds managés, qui s'exécute sur du compute, que ce soit du bar metal, du machine learning, du machine virtuelle. Et ils sont en quelque partie gérés euh, en même temps par Oracle sur toute la couche basse infrastructure, mais sur la gestion d'updates, ils sont automatisés à travers la console, mais c'est à l'utilisateur voilà, de faire l'update, de gérer les nœuds, gérer même sur la partie OS, l'update des nœuds, l'update voilà, de la version du Kubernetes sur ces nœuds-là. Et gérer même la capacité, faut scaler si besoin pour des workloads spécifiques. Alors que le virtual node, ils sont scalés automatiquement. Après, il y a les nœuds self-managés. On, on crée nous-mêmes les, des nœuds, par exemple, sur l'offre compute. On va installer nous-mêmes le software de Kubernetes, les kubelets, tout ça sur les workers, et on va les associer à un cluster existant où toute la partie contre-plane elle est gérée par Oracle, managée, mais les nœuds, par exemple, ils sont gérés par les utilisateurs directement. C'est ce qu'on appelle bring your own node. Et ça, on peut avoir n'importe quel OS qui est bien sûr supporté. Euh, et contrairement, par exemple, aux node managers virtuels qui sont regroupés, par exemple, par des pools, des node pools, là, les nœuds autogérés ou self-managés, ils sont pas regroupés en pools. Mais on peut utiliser, par exemple, ce qu'on appelle les instants, configurer, par exemple, des pools d'instances sur le compute pour gérer automatiquement ces nœuds-là. Et surtout, utile les self managed si on a besoin de quelques nœuds spécifiques, on veut certaines formes de GPU ou des shapes HPC on a une nécessité par exemple, des cœurs de processeurs à haute fréquence. Et ça, on peut utiliser cette, ce choix-là de self-managed. Après, je vous montre d'ailleurs sur la console, je vais arrêter le partage. Sur la console, on a cette possibilité. Je partage encore. Là, sur la console OCI, on vient sur la partie développeur service, OKE, et là, on peut créer les clusters. Je vais pas en créer, j'en ai déjà un cluster qui est déjà créé. Et dans les node pools, c'est là, par exemple, tout ça, c'est des node pools managés que j'ai créés. Mais on peut ajouter d'autres types managés virtuels. On choisit les placements des nœuds euh, sur quelle habilité domaine, par exemple, et les fonds de domaine dans notre région. On choisit le type de shape qu'on a, les VM standards, dense, IO, GPU. Et on choisit le nombre de CPU qu'on va allouer à notre nœud, et l'image et le nombre de nœuds.
Et après, les spécifications autour des configurations autour de votre volume sur la partie stockage, sur la partie réseau et tout ça. J'ai déjà créé là, par exemple, notre pool GPU où il est composé de, c'est un nœud managé avec des shapes des configurations de nœuds, des VM GPU A10. Et pareil, j'en ai créé deux autres purement CPU avec une image Ubuntu. Et sur le cluster, sur un OKE, on peut, ce qui est intéressant, c'est gérer par exemple, des add-ons, installer automatiquement, par exemple, des add-ons comme Database Operator, Istio, Cluster Autoscaler, Dashboard. On vient à travers l'interface et on l'installe sur notre cluster. Je vais d'ailleurs vous montrer sur dashboard là j'utilise pas mal là dernièrement AdLamp, qui est un outil dans la communauté open source. Je trouve pas mal. On peut visualiser un petit peu, c'est un outil desktop. On peut visualiser les nœuds qu'on a sur notre cluster et toutes les ressources qu'il y a sur le cluster en termes de workload, en termes de stockage, configuration et tout ça. Et on voit ici la configuration avec ces nœuds-là qui sont au GPU, on retrouve des labels, par exemple, l'instance type, VM GPU, sur quel pool name, par exemple, pool name OKE GPU. Et avec ces labels-là qu'on va utiliser, par exemple, pour assurer un placement efficace des pods. Avec ce type de label, il y a aussi le rack ID. Là, où est-ce qu'il est? Je ne trouve plus le rack ID. Le state, il y a le pool name. Host ID, il y a le rack ID. Et du coup, par exemple, si on a fait un cluster RDMA où on a tous les, tous les GPU qu'on va placer dans le même rack, par exemple, ils ont le même rack ID et on peut utiliser ce rack ID-là pour assurer un placement efficace des pods et le déploiement des pods dans le même rack. Avec d'autres, après, il y a les annotations, les taints. Les taints, c'est là où on voit le GPU. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples de, de configuration de job set. Je commence avec celui-là. Alors, bon, j'ai un exemple là de déploiement de PyTorch en utilisant job set. Si je prends cet exemple-là en termes de structure fondamentale du fichier YAML, c'est classique. On commence par la déclaration de l'API de job set, par le kind, type d'objet. Là, c'est un nouveau type d'objet job set. Puis, ça arrive là, la partie métadonnées, on spécifie les noms, les labels. Après, ça vient le cœur de la spécification de job set, ici dans spec. Et là, par exemple, j'ai pris un exemple classique, une architecture worker master. Par exemple, où le master, c'est un coordinateur central qui initialise le groupe de communication et les workers qui exécutent les calculs en parallèle et communiquent leurs résultats au master. Déjà, on voit l'avantage de JobSet qui permet de définir plusieurs templates de pods dans le même déploiement. Ça permet une certaine gestion unifiée des jobs hétérogènes et permet de définir des politiques là, de ce qu'on appelle back-off limits, completions, parallélisme. Back-off limits, c'est une politique de redémarrage. Là, zéro, ça veut dire qu'il ne peut pas redémarrer.
une garantie d'exécution de notre job, c'est un, et parallélisme s'il va créer plusieurs nœuds en parallèle. Après, on rentre sur la config de notre conteneur, ce qui revient en classique quand on fait une définition de notre architecture, par exemple, ou d'une configuration de pod ou de job. En termes de config, là, j'ai fait un exemple simple d'un script Python en utilisant l'image PyTorch là, de NVIDIA. Et je demande ici un GPU là, de NVIDIA et ça permet de dire directement que les pods seront schedulés dans des nœuds avec GPU. Et là, le script, il réalise une opération simple là, de calcul avec PyTorch et un CCL. Euh, D'abord, on voit ici l'initialisation là, du groupe de communication et on utilise une connexion réseau entre les pods du cluster. Dans ce cas-là, avec ici, le backend ACCL pour une communication entre les GPU. Et là, concrètement, le master, il va écouter sur le port là, 888 et il va attendre, et les workers ils vont établir une connexion TCP vers ce master-là. Comme ça, on crée un groupe de processus virtuels contenant, par exemple, là, les trois rangs. Là, par exemple, le master, il aura le rang 0 et les workers, le rang, il va le prendre à partir de job index. Du coup, il sera 1 et 2 pour les workers. Puis, on crée ce qu'on appelle un tenseur avec ici tenseur égale torche point 1, où on utilise chaque GPU va créer un tenseur de taille 1 et chacun va multiplier par le rang, le rang de chaque pod. Par exemple, le master, il aura le rang 0, du coup, là, on sera à 0. Et pour les autres, 1 et 2. Et chacun, il va stocker le résultat en mémoire. Et finalement, on a l'opération de reduce. Euh, pour le reduce, là, on va synchroniser entre tous les tenseurs de tous les GPU à travers juste une somme globale. Vraiment, concrètement, c'est chaque GPU, envoie son tenseur local aux autres et effectue une somme, élément par élément, euh, et après, il diffuse le résultat à tous les participants du groupe. Et après, le master a simplifié, c'est juste mis un slip pour qu'il attende les autres avant de finir. Et c'est un traitement classique. Déjà, on valide qu'il y a une configuration entre les pods, configuration réseau, un fonctionnement des GPU, une synchronisation, un CCL entre les pods. Et vraiment une architecture simplifiée, mais c'est typique pour tout type de distribution compliquée, par exemple. Euh, on utilise, par exemple, pour l'entraînement des LLM, une architecture, un coordinateur principal avec un worker, avec un système de hiérarchie. Et tout ça, on peut utiliser aussi des traitements de reduce, par exemple, pour validation et vérification de la cohérence. Du coup, j'exécute ce type-là de workload là. Du coup, j'ai euh, le un. Et du coup, je vais voir que là, avec kubectl, euh, j'ai installé un plugin qui permet de tri. Il permet par exemple, d'avoir sur un job set quelles sont les ressources qui ont été exécutées à partir de, par exemple, job set. Donc, du coup, on va voir que job set,
il va créer des jobs et les jobs, ils vont créer des pods. Par exemple, là, ce pod-là, le master, et après, les autres, là, c'est parce il a fini euh, ils ont fini ces pods-là, les workers. Et du coup, celui-là, il est encore en train de s'exécuter. Si on fait le pods, on verra, voilà, les deux qui sont complétés et après le master qui est encore en running. Si je regarde les logs, alors, les workloads, je vais pas regarder ici, pods. Du coup, il est encore en running. Si je regarde par exemple celui-là, les workers, si je regarde les logs, tu vois par exemple, il a, voilà, il a bien lu sur le device qu'il y a le GPU, NVIDIA A10, il l'utilise, puis il crée, il initialise euh, la communication avec les autres pods. Et si je regarde ce qu'il a fini le master, pareil, lui, il va, parce qu'il y a l'attente, on a mis l'attente de 30 secondes, 120 secondes, je pense. Du coup, on verra après le résultat. Mais c'est vraiment typiquement une architecture distribuée. On a des workers et un master. Du coup, les workers vont faire le travail, puis et après, le master qui va agréger, qui va faire le calcul. On peut le prendre par exemple, si on a un traitement où on gère plusieurs images, par exemple, on veut faire un traitement sur ces images-là. Chaque worker, il va prendre une partie de ces jeux de données-là. Et puis après, à chaque fois, dans les étapes, dans le pipeline, on fait des vérifications. Les vérifications, on peut les faire euh, avec des traitements de reduce, comme ce qu'on a fait une somme classique. Après, on communique dans l'architecture distribuée avec le master pour faire le résultat final. Voir si, alors, pareil, il a bien lu, et après, il fait les calculs, il fait la somme entre les différents pods complétés. Ça, c'est un exemple simple. Je vous montre d'autres exemples qui sont aussi simples, mais c'est juste pour montrer aussi ce qu'on appelle le placement topology, où on regarde par exemple si on veut, euh, sur quelques jobs, on veut les placer sur des nœuds où il y a CPU et d'autres sur un GPU. Et pareil là, configuration, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. C'est juste la notation là qui est importante, exclusive topologie, parce que c'est elle qui va définir un placement des jobs par rapport aux jobs et domaines de topologie qu'on a. Là, j'utilise le full name. Après, comme je vous ai dit, on peut utiliser d'autres paramètres des nœuds, comme le rack ID ou le type d'instance. Et puis après, là, ce job set-là, il va définir deux types de jobs. Celui-là, il nécessite GPU. Par exemple, là, on veut s'assurer que, par exemple, là, avec un parallélisme de 3 que les pods soient positionnés dans le même pool name. Et pareil, là, sur le CPU job, on veut s'assurer qu'il soit positionné, par exemple, sur un pool CPU job. Si j'exécute aussi celui-là. Si je vous montre, je peux le faire directement. Là, il est encore en train de s'exécuter. Si je fais un tri, si on voit voilà, qu'il a bien créé
trois pods là pour la partie CPU et trois pour la partie GPU. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce qu'il a bien placé par rapport au GPU, CPU. Du coup, je vais utiliser un plugin aussi, s'appelle Wider, peut ajouter sur le cluster. Et là, je veux qu'il m'affiche chaque pod avec les nœuds et les pool names du coup à côté des pods. Et là, on voit par exemple que les pods CPU, il les a bien placés au cas ops, et, qui est un pool de nœuds avec que des CPU. Et là, GPU, il les a bien placés sur le pool GPU. Tout ça, c'est parce que je lui ai dit, voilà, exclusive typologie par rapport à ce label-là. J'aurais pu faire aussi comme j'ai dit, par exemple, sur Instance Type ou Rack ID ou n'importe. Troisièmement, j'ai cet exemple-là aussi, il est intéressant où on ajoute euh, dans dans la configuration une politique d'échec, par exemple, failure policy ou success policy, pour garantir que notre job, par exemple, surtout qu'on a des jobs critiques et d'autres jobs optionnels, on veut garantir, euh, euh, du coup, en cas d'échec, qu'il y a un restart. En cas d'échec, par exemple, là, on a deux restarts. Et comment on va définir, surtout qu'on a plusieurs jobs, comment on va définir que le job total il est en succès ou non? C'est là où on va spécifier, par exemple, là, en disant que si, par exemple, le critical job, celui-là, il est en succès, du coup, euh, je vais considérer que le job total, il est en succès. Et pareil, du coup, même si le job, celui-là, optionnel, il est fail, je peux considérer, c'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui n'est pas critique et optionnel. Et ça, dans la vie réelle aussi, on retrouve, par exemple, dans les pipelines CI/CD, quand on fait une exécution des tests, on a des tests critiques, du coup, ça, on veut qu'il soit OK. Du coup, s'il y a un échou, du coup, on considère que le job total, le pipeline total, il est en échec. Et par exemple, pour des jobs optionnels de génération de rapports et tout ça, c'est pas grave si il échoue. Pareil pour les entraînements des modèles. Si on a l'entraînement modèle principal et c'est critique, le calcul des métriques, par exemple, secondaire, tout ça, c'est quelque chose d'optionnel. Du coup, on ne va pas marquer tout le job ou tout le pipeline en échec. Voilà un petit peu quelques types d'implémentation. Et finalement, je vais vous montrer rapidement euh, cette configuration avec le Startup Policy. Du coup, pour considérer, par exemple, surtout pour des architectures, comme j'ai dit, driver, leader, worker, où le driver doit être prêt avant le démarrage des workers. Là, on peut utiliser ce type-là de politique de startup, où tous les pods, par exemple, du job driver là qu'on a, doit être avant le worker, doivent atteindre l'état ready, et seulement après, les job workers peuvent démarrer. Et pour vérifier ça, par exemple, on peut euh, mixer ça avec, par exemple, les configurations de readiness probe on- sur, pour considérer que, par exemple, que le pod, est-ce qu'il est en ready ou non. Là, on attend 30 secondes. Là, ouais, on arrive à l'heure. Du coup, juste pour vous montrer, là, je ne vais pas l'exécuter, mais par exemple, là, le driver, on, il va attendre 30 secondes avant de déclarer que le pod il est ready. Et comme ça, le worker, il va pas démarrer tant que le driver il n'est pas considéré comme, voilà, comme ready.
coup, c'est des configurations de startup qu'on peut, startup policy de démarrage séquentiel là, des pods qu'on n'avait pas avant sur les jobs classiques. Ouais, voilà quelques exemples de configuration. En tout cas, merci pour l'attention et pour votre présence sur Webinar. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser ou à rejoindre le channel Slack. Vous posez directement les questions, je vous réponds avec plaisir.